Est-ce que les perturbations environnementales mettent à mal l'avenir de l'espèce humaine? C'est la question à laquelle nous avons commencé à répondre dans la première partie de la causerie. Le dialogue entre sexe et environnement est parfois tumultueux. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette causerie de la série Génétique, sexe et société. Aujourd'hui, nous retrouvons le professeur Grilasca. Professeur, bienvenue. Merci. Bonjour Madame Bazin. Bonjour chers auditeurs. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer donc la causerie sur la thématique le dialogue entre sexe et environnement est parfois tumultueux. Nous avions abordé cette question sous l'angle des perturbateurs endocriniens la dernière fois. Alors pour les spectateurs qui n'auraient pas suivi la causerie précédente, est-ce que l'on pourrait rappeler très succinctement qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien, pourquoi ça perturbe et pourquoi c'est grave? Oui, Madame Bazin, nous allons le faire. Alors, les perturbateurs endocriniens sont des molécules naturelles ou synthétiques qui vont venir perturber le fonctionnement de nos hormones, sachant que les hormones régulent l'ensemble des fonctions vitales d'un organisme et le développement de l'organisme. Donc ces molécules-là que l'on retrouve dans l'environnement vont avoir un impact profond et important sur le fonctionnement de l'organisme. Et ce que nous avons vu en particulier, c'est sur la reproduction des organismes, la reproduction des êtres humains. Et forcément, si on perturbe la reproduction des êtres humains, on met l'espèce en danger. C'est de ça dont nous avons discuté. Et puis on va un peu approfondir, si vous le voulez bien, autour de cette thématique. Tout à fait. Alors, on a l'impression que cette thématique des perturbateurs endocriniens est récente, qu'on a une prise de conscience ces dernières années sur le sujet. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que ça fait longtemps qu'on a connaissance de l'existence de ces perturbateurs endocriniens? Alors, le mot même d'endocrine disruptor date des années 90. Donc c'est effectivement extrêmement récent dans l'histoire de la science, l'histoire de la biologie, dans l'histoire de l'environnement. Mais la science de l'environnement et des polluants et de l'impact des polluants sur les espèces, sur les écosystèmes est récente aussi. Et on peut mettre, ça peut être discutable, mais c'est relativement acquis qu'on a un livre, le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, qui est le point de départ de l'écologie scientifique. Dans ce livre de 1962, la chercheuse met en évidence l'effet du DDT sur les environnements et sur les écosystèmes. Donc le DDT, qui est une molécule toxique, qui est faite pour éradiquer les moustiques. Donc dans les zones fortement infectées de moustiques, où il y a des problèmes de palu, de dengue, etc., de transmission de pathologies, on a largement utilisé le DDT. Et elle a mis en évidence, elle a démontré, que le DDT avait un impact direct sur d'autres populations que les moustiques, et en particulier sur les populations d'oiseaux autour des grands lacs américains. Alors l'effet qui a été démontré, c'est que les coquilles d'œufs étaient beaucoup plus fragiles, beaucoup plus fines, et que du coup ça mettait en péril le devenir de l'oisillon et de l'espèce. C'est comme ça qu'il y a eu des chutes de population extrêmement importantes jusqu'à la disparition d'un aigle autour des lacs. Alors ce livre a été un best-seller, mais il a été autant combattu qu'apprécié. Il a été combattu par l'industrie chimique, qui a voulu aller jusqu'à interdire le livre, parce qu'elle mettait en évidence, effectivement, elle parlait aussi du mensonge de l'industrie chimique. Je rappelle qu'on est dans les années 60. Dans les années 60, oui. Absolument. Donc on va dire une quinzaine d'années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, donc de 1945 aux années 60, une quinzaine d'années. Et c'est là où effectivement on a commencé à regarder tous les effets des polluants chimiques. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait pas cette explosion de molécules chimiques.
il y avait des publicités dans les années 60 qu'on pourrait bien évidemment plus faire maintenant sur le DDT. Par exemple, il y avait une image, une iconographie qu'on retrouvait dans certaines revues où il y avait écrit DDT is good for me, où on voyait, en regardant la publicité, on aurait presque envie de prendre un petit verre de DDT comme ça, tellement ils avaient l'air joyeux, tous ces individus sur la photo. Donc bien évidemment, il y avait un lobby de la chimie qui s'est largement développé. Alors, c'est récent, oui, parce que la science de l'écotoxicité, c'est quelque chose, on va dire, qui est apparu dans les années 60, qui s'est développé. Et l'impact des polluants sur les populations date de la même période. Alors, ce que l'on sait, c'est ce que je vous ai rappelé, c'est cette date critique de la fin de la guerre où on est finalement à 70 ans après. Donc on sait que le temps de la science est extrêmement long et que pour décrire les effets d'une molécule ou d'un cocktail de molécules, on reviendra sur l'effet cocktail parce que c'est extrêmement important, et bien il faut un temps de la science. Voilà, on se base sur le temps long. Et parfois, on peut être un peu frustré par ce temps long. Je rappelle quand même que les lobbies sont extrêmement puissants. On peut démontrer, je vais faire une petite digression, si vous me permettez, Madame Bazin. Oui, bien sûr. On sait que la cigarette a des effets nocifs, cancer du poumon, cancer de la vessie, maladie cardiovasculaire. D'un point de vue épidémiologique, c'est prouvé. Les populations de fumeurs sont plus à risque de faire un certain nombre de pathologies. Après, le lien biochimique entre telle molécule ont telle action sur telle cellule et ça provoque tel effet physiologique et telle pathologie, c'est beaucoup plus complexe. Et les industriels, les cigarettiers ne se sont pas trompés là-dessus. Et Philip Morris avait dit, ben moi je donne, alors je ne sais plus combien c'était en millions de dollars, aux scientifiques qui prouvera l'effet biochimique de la cigarette et prouvera l'effet toxique. Si vous ne trouvez pas, c'est qu'il n'y a pas d'effet. C'est qu'il n'y en a pas. Et on voit la différence entre la preuve épidémiologique et la preuve biochimique et la force des lobbies qui peuvent communiquer après en disant, ben voyez, on a offert tant de millions de dollars et finalement, ils n'ont rien décrit, donc circuler, il n'y a rien à voir. Et du coup, depuis l'après-guerre, on a un certain nombre de critères qu'il faut prendre en compte. Alors, l'espérance de vie en est un, et on sait, comme on l'a décrit à la précédente causerie, qu'on a l'espérance de vie qui a augmenté. On a des centenaires maintenant, mais c'est des personnes qui sont nées avant la guerre, avant la Deuxième Guerre, qui sont des centenaires maintenant, forcément, donc qui n'ont pas été imprégnés par les polluants chimiques. Après, il y a un deuxième critère, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Alors ça, c'est encore un critère, et là, il est un peu moins bon, parce qu'on a un certain nombre de pathologies telles qu'on peut les voir sur la diapo, ici, avec cette une de Libération qui date de 2017, avec ce titre, perturbateur endocrinien, alarmante. Même se laver tue. Et bien effectivement, il y a quelques années qu'on sait que les perturbateurs endocriniens, que l'on retrouve partout dans l'environnement, on en a sur nous, dans la teinture de nos vêtements, on en a ici avec les revêtements anti-flammes, on en a... Donc on est baigné ici dans un monde, dans un environnement de perturbateurs endocriniens. Les plastiques, les encres, il y a des perturbateurs endocriniens. Tout ce qui peut être perçu par les sens finalement du corps humain, tout ce qu'on respire, on inhale, on avale. Voilà, on les retrouve dans l'eau, on les retrouve dans l'environnement. On les retrouve dans l'alimentation, on les retrouve sur nous, dans les vêtements, dans les cosmétiques, on les retrouve dans les peintures. Et dans les cosmétiques, c'était effectivement ce que voulait dire Libération à ce moment-là. C'est que dans les crèmes, dans les shampoings, dans les dentifrices, dans les savons, on retrouve des perturbateurs endocriniens. Et on sait parfaitement que la peau n'est pas une barrière étanche, mais au contraire une zone d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça qu'on met des patchs sur la peau, parce que la peau récupère les molécules qu'il y a dans le patch et ça passe très bien dans la circulation. Et bien, les polluants aussi. Tout ce qu'on met sur nous, ça passe bien. Et on sait maintenant, depuis des décennies globalement,
depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que les perturbateurs endocriniens que l'on retrouve dans l'environnement sont responsables de pléthore de maladies. Les cancers hormonodépendants, bien évidemment, cancer du sein, cancer de l'endomètre, cancer des ovaires, cancer de la prostate, donc des cancers de l'appareil reproducteur, donc qui peuvent mettre à mal la survie de l'espèce, mais des maladies métaboliques, le diabète, l'obésité. Certaines études là ont décrit les perturbateurs endocriniens comme étant les nouveaux diabétogènes. Donc on peut se poser la question entre l'épidémie de diabète que l'on vit sur notre territoire, où c'est un territoire qui est fortement impacté par le diabète et l'obésité. Je pose la question, quel est l'impact des perturbateurs endocriniens que l'on a dans l'environnement ici à La Réunion? Alors il y a certaines études qui ont été menées par quelques associations, où on a montré que, par exemple, 100% des élus qui avaient été testés en avaient retrouvé du glyphosate dans leurs urines. 100% des élus testés. Voilà, ils avaient fait, alors je ne sais plus sur combien d'élus, mais il y avait du glyphosate dans les urines. On sait que, voilà, donc il y a un certain nombre de problèmes. On sait que le glyphosate est un perturbateur endocrinien. Donc des pathologies cardiovasculaires, des troubles neurocomportementaux. Quelques études récentes ont montré que dans l'environnement immédiat, c'est une étude qui a été menée aux États-Unis, que dans l'environnement immédiat de champs où on répandait du glyphosate, les populations qui étaient autour avaient des troubles du sommeil. Et on sait que le trouble du sommeil, c'est un marqueur des troubles neurodéveloppementaux et des troubles du système neurologique. Pourquoi on a des troubles du sommeil? Donc on sait que ces pesticides-là, ces molécules-là, ont un impact sur les populations humaines. Des troubles du développement, des troubles de l'immunité. Donc voilà, les perturbateurs endocriniens impactent la régulation de notre organisme, le fonctionnement profond de notre organisme, et vont avoir des effets extrêmement délétères sur les individus et leur mode de reproduction. Donc on assiste, alors après la Première Guerre mondiale, à une explosion des molécules chimiques. On commence à en prendre conscience dans les années 60. Il y a cet ouvrage qui sort, donc Silent Spring. Pourtant, l'expression elle-même perturbateur endocrinien, vous le disiez, apparaît dans les années 90. Et vous parliez du temps de la recherche, donc pourquoi autant d'années entre justement cette prise de conscience et, on va dire, le constat et la sortie de cette expression perturbateur endocrinien? Alors parce que les perturbateurs endocriniens ont perturbé même les concepts scientifiques. Et un collègue, Gérard Pascal, a dit en 2013 que les perturbateurs endocriniens, c'est la deuxième mort de l'alchimiste Paracels. Alors, Paracels, c'est celui qui a dit tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et effectivement, pendant des décennies, quand on voulait étudier l'effet d'une molécule sur un organisme, sur un organe ou sur une cellule, on avait ce qu'on appelle des courbes dose-réponse, c'est-à-dire on en met peu, on a peu d'effet. On en met un peu plus, on a un effet un peu plus fort. On en met beaucoup, on a un effet qui est fort. Et on avait des magnifiques courbes qui sont, on appelle l'effet monotone. Voilà, on a une réponse en fonction de la dose. Et en fait, les perturbateurs endocriniens ne répondent pas tous à ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on a des réponses non monotones. Alors les réponses non monotone, on peut en voir ici sur cette diapositive. La courbe du haut, c'est Paracels, la courbe dose-réponse que je viens de vous décrire. Plus on met d'une molécule, plus on a une réponse forte, peu importe la molécule et la réponse. Et les perturbateurs endocriniens, pour certains, ont une réponse non monotone, c'est les réponses que l'on voit en bas, où on a des courbes en cloche, des gaussiennes, on a des courbes qui ne ressemblent pas du tout à la courbe dose-réponse. Et ça, pour les scientifiques, et encore aujourd'hui, ça peut être décrié. En disant, mais comment on peut avoir un effet plus fort, on voit la courbe du milieu en bas, plus fort, un effet plus fort à des faibles doses petite dose, qu'à des doses plus fortes. Non, non, c'est
C'est du biais cognitif, c'est du biais scientifique, c'est de l'erreur de manip. D'accord. Donc on voit qu'il y a cet effet-là. C'est ce qui a été très bien décrit par Gérard Pascal. Et je vais revenir sur cette phrase de Schopenhauer qui dit que toute vérité passe par 3 étapes. Et c'est un peu ce qui se passe pour les perturbateurs endocriniens, dont le terme, je vous dis, c'est les années 90, donc c'est extrêmement récent. Oui. Schopenhauer disait que la vérité passe par 3 étapes. La première, elle est moquée. Mhm. Ah, ce que tu dis, c'est rigolo, c'est nul, mais bon, on va en rigoler parce que c'est pas très intéressant. La deuxième étape, elle est combattue. Ah non, 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 c'est faux. On va te démontrer que c'est faux, prouve que c'est vrai. Il y a un combat scientifique qui peut être très sain, hein, parce que c'est de cette maïotique, de Confronter ce des dialogue. hypothèses. Absolument. Ouais. Dont on peut, par la discussion, émettre une Faire vérité avancer commune, aussi. faire avancer la Ouais. connaissance. Mais donc, toute nouvelle idée est d'abord combattue. Et puis, la troisième étape, c'est qu'elle apparaît comme une évidence. Ah ben oui, c'est ça. Pourquoi on s'en était pas rendu Voilà, compte avant? voilà, mais c'est Ouais. toutes les grandes théories, toutes les grandes idées, toutes les grandes découvertes, finalement, quand on regarde, passent par là. Que ce soit la Terre qui tourne autour du Soleil, ça a été combattu. Hein. Le combat de Galilée, on le connaît tous. Voilà. La Donc, Terre est plate, voilà. etc. Et il y en a encore qui pensent effectivement que la Terre est plate. On pourrait se poser la question si le Soleil l'est aussi ou pas, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'il y a le temps de la science. Démontrer que l'effet non monotone est une vérité scientifique et qu'on peut avoir des effets. Alors, forcément, ça change les paradigmes, ça change le mode de réflexion des scientifiques, ça change le mode d'étude. Voilà, parce qu'on a des réponses non monotones. Et puis, voilà, depuis les années 2000, on voit de plus en plus de publications scientifiques où on a ces effets non monotones. Alors que dans les quelques décennies avant, lorsque je passais ma thèse, je n'aurais jamais pu publier une courbe non monotone. J'avais des magnifiques courbes dose-réponse. Et puis, si j'avais eu une courbe comme celle du bas, mon directeur de thèse m'aurait dit « Mais non, Grilasca, tu as fait une erreur, c'est un biais, refais ta manip. » On ne peut pas publier ça. Voilà. Ça, avant les années 2000, on ne pouvait pas publier ce genre de courbe. C'est après les années 2000 qu'on a pu publier ça. Donc, on voit que la science évolue, la science avance. Donc, ça, c'est le premier effet. Pourquoi c'est lent ? Parce qu'il faut ce temps à la science d'acquérir des données, de les conceptualiser, de faire avancer la connaissance. Le deuxième effet des perturbateurs endocriniens, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, qui complexifie aussi l'étude. Cocktail, donc un mélange de plusieurs perturbateurs? Absolument. Ou de mélanges de molécules qui individuellement ne sont pas des perturbateurs endocriniens et qui ensemble vont le devenir. Vont C'est-à-dire perturber. Une molécule A, on la prend, on teste, il ne se passe absolument rien, il n'y a pas d'effet. Une molécule B, on la teste, il n'y a pas d'effet délétère, tout va bien. Et puis quand on met en mélange A et B, eh ben, on va avoir un effet perturbateur endocrinien. Mais j'imagine un que ça effet rend toxique. très complexe l'étude de ces molécules, puisque prises à part, vous dites qu'elles n'ont aucun effet. Donc il faut partir sur des essais-erreurs et réessayer sans cesse. Eh bien, c'est ça la difficulté de faire avancer la connaissance. Je reviens sur Philippe Maurice, qui avait dit prouver. Ben oui, mais dans une cigarette, il y a des centaines de molécules toxiques. Donc, prouver quelle est la molécule ou quel est le mélange. Et vous voyez, on va avoir des combinatoires complexes, parce que s'il y a 2 molécules, ben, il va falloir faire toutes les doses des 2 molécules. S'il y en a 3, est-ce que je mets A avec B, ou A avec C, ou A, B et C? Et puis quand on a, comme dans l'environnement, plus de 140 molécules artificielles, synthétiques, que l'on retrouve dans l'environnement, on voit qu'on a une combinatoire infinie de possibilités, sachant qu'il va falloir faire étudier l'effet cocktail et les effets de dose. Et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'une molécule de l'environnement qui n'a pas d'effet perturbateur endocrinien, sur un individu, elle peut avoir un effet endocrinien parce qu'il peut y avoir une synergie avec des médicaments que vous prenez, ou avec, voilà, vous prenez des hormones, ou vous prenez peu importe quel médicament, et bien l'effet toxique
de la molécule environnementale va être potentialisé par ce médicament. Donc il peut y avoir un effet sur Madame Bazin, mais ne pas en avoir sur une autre personne, parce qu'elle n'a pas le même traitement. Donc on voit toute la difficulté de l'étude de l'écotoxicologie, qui est un domaine sans fin sur ces études de l'impact environnemental. Parce que les molécules qui ont un effet dans un environnement peuvent ne pas en avoir dans un autre environnement. Et par environnement, on entend donc le sujet qui est soumis donc à ces effets. Vous parliez donc d'effets d'une personne à l'autre. Est-ce que le sexe de la personne peut aussi jouer, entrer en compte? C'est-à-dire que certains perturbateurs endocriniens vont avoir des effets sur les femmes, mais pas sur les hommes, et vice-versa? Absolument. Absolument. Alors, on va en reparler, Madame Mazin. Ouais. Mais bien évidemment, en fonction des personnes, on n'a pas le même effet. Si on prend un toxique qui perturbe le système oestrogénique, ben on va avoir un effet différentiel entre les femmes qui sont imprégnées d'oestrogène et moins chez les hommes qui ont moins d'oestrogène. Mais moins. Donc on voit qu'on va avoir un effet différentiel. Mais on va avoir aussi un effet différentiel en fonction de l'âge, en fonction du moment dans la vie. Est-ce que la femme est ménopausée? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle est prépubère? Est-ce qu'elle est postpubère? Est-ce qu'elle est enceinte, etc. On reviendra là-dessus. On pourra voir peut-être aux différents stades de la vie. Absolument. Et on va avoir des impacts très différents des perturbateurs endocriniens chez un nouveau-né ou chez un fœtus que chez un jeune homme ou une jeune fille de 14-15 ans et chez une personne qui en a 50 ou 60. Donc c'est ça aussi la complexité, c'est qu'on va avoir des effets différentiels des perturbateurs endocriniens en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction des traitements, en fonction de l'environnement dans lequel on est, en fonction de l'épigénétisme. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi une découverte relativement moderne. L'épigénétique, ça a moins de 20 ans. C'est comment le génome va pouvoir s'exprimer à certains moments. C'est-à-dire qu'on va exprimer des gènes à certains moments de la vie, et puis pas à d'autres moments. Et bien, le perturbateur endocrinien, en fonction de l'épigénome, va avoir des effets différents sur l'individu. Donc c'est d'une complexité, mais en même temps, c'est cette complexité qui rend l'étude extrêmement passionnante pour un biologiste, pour les pour un scientifiques en tout cas. généticien, même si on a un peu peur de ce qui nous arrive, de ce que l'on voit, de ce que l'on sent, de ce que l'on découvre. Ça fait peur pour l'avenir des écosystèmes en général et pour l'avenir de l'espèce humaine en particulier, mais il n'en demeure pas moins que le domaine d'étude est extrêmement passionnant. La réalité, donc oui, comme vous le dites, fait plutôt peur. On voit que les perturbateurs endocriniens donc, sont partout, sous différentes formes, qu'ils peuvent toucher les individus à tous les stades de la vie, les individus qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, que c'est un danger donc, pour l'avenir de l'espèce humaine et pour la reproduction. Donc là, on produit des milliers de molécules chimiques qui sont potentiellement un danger pour nous. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut se passer de certaines de ces molécules? Est-ce qu'on peut faire sans? Et comment on fait pour avancer dans un monde plein de perturbateurs? Alors, conviction et pragmatisme. La conviction, ce serait de dire, on ne produit plus de molécules chimiques, on ne produit plus de polluants, on ne produit plus de stress chimique, mais le pragmatisme veut qu'on a une tablette, on a une table, on a des colorants sur nous, on a des voitures, on a des ordinateurs, on a des savons, on a des dentifrices, on a beaucoup de molécules qui sont indispensables à notre qualité de vie. On a aussi beaucoup de molécules médicamenteuses qui sont des perturbateurs endocriniens. Par exemple, la pilule contraceptive, c'est une avancée, la libération de la femme, c'est important. Et c'est un perturbateur endocrinien. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si c'est un perturbateur endocrinien, puisque c'est son mode d'action d'être perturbateur endocrinien pour pouvoir empêcher... pour remplir son rôle. Ouais. Donc, votre question est extrêmement compliquée. Ça, c'est des choix politiques, c'est des choix collectifs, mais conviction et pragmatisme. Oui, on voudrait avoir des molécules qui n'aient pas d'effet toxique, qui n'aient pas d'effet délétère, mais en même temps, c'est compliqué de se passer des molécules parce que c'est notre qualité de vie, parce que c'est tout notre environnement qui est chimique maintenant. Et puis souvent, on va dire, tiens, on interdit
une molécule, on va la remplacer, donc il faut le temps de trouver le remplaçant. Si on prend l'exemple du bisphénol A, des années de combat pour interdire cette molécule, finalement on l'a interdit dans les biberons, on l'a interdit dans un certain nombre de contenants alimentaires, etc. On a fini par interdire le bisphénol A. On l'a remplacé par d'autres bisphénols, en disant, bah, tiens, vous voyez, on a enlevé une molécule, et puis on l'a remplacée par d'autres. Ah ben, c'est super, mais les molécules que l'on a trouvées en remplacement du bisphénol A ont les mêmes effets pour certaines, et pour d'autres, des effets encore plus délétères. Donc on est reparti encore avec d'autres bisphénols, sur un nouveau cocktail, sur des nouvelles études. Donc ça, c'est la problématique aussi des molécules. On va avoir, pour certaines, on va mettre des années à voir l'effet toxique. Je reviens sur l'exemple qu'on a pris dans la précédente causerie sur le distilbène, où il y avait un effet générationnel. Donc il faut au moins une génération pour voir l'effet du polluant. Donc le distilbène, on le rappelle, c'était un médicament donné aux femmes enceintes pour éviter les fausses couches et les problèmes de grossesse, et qui avait un effet sur les filles et les petites filles des femmes qui ont pris le distilbène. Donc il fallait une pharmacovigilance à long terme pour voir les effets délétères du distilbène, qui n'est plus prescrit maintenant depuis plusieurs décennies. On peut deviner cependant dans ce que vous dites qu'il y a des moments de la vie qui sont plus ou moins critiques et auxquels on va être plus ou moins exposé, et donc être vigilant peut-être à ces moments-là, et on le verra dans une prochaine causerie. Ce sera l'occasion de revenir là-dessus, puisqu'il y a énormément à dire sur ce sujet. Avec plaisir, Madame Bazin. Bien. J'espère que cette causerie vous aura intéressé et interrogé tout comme nous. Donc, vous l'avez compris, on se retrouve très bientôt pour une troisième partie de cette causerie sur les perturbateurs endocriniens et le dialogue entre environnement et sexe. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de l'Université numérique de La Réunion, la page Facebook de l'Université numérique de La Réunion et le portail unr.unif-réunion.fr pour retrouver tous ces passionnants échanges entre le professeur Grilasca et moi-même. Donc, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Madame Bazin. Et merci. Au revoir. Thank you.